mis en lumière par une vidéo sur les réseaux sociaux où l'on voit deux personnes refuser un contrôle de police en voiture en expliquant qu'ils ne contractent pas et que la loi ne s'applique donc pas à eux, que les policiers n'ont pas le droit de les arrêter et n'ont pas le droit de toucher à leur véhicule. Cette séquence, elle finira assez mal puisque les policiers ils vont s'impatienter et finir par briser la vitre de la voiture pour les arrêter. Alors, la théorie du complot, elle est assez complexe, elle a beaucoup de ramifications. Pour la résumer à gros traits, l'idée, c'est que nos gouvernements, au moment des accords de Bretton Woods, se seraient mis d'accord tous ensemble pour dissoudre les nations en tant qu'entité juridique et les auraient remplacées par des entreprises privées qui portent le même nom. Donc la France n'est donc plus un pays, mais c'est une entreprise qui s'appelle France. Lorsque nous faisons nos papiers d'identité, que nous ouvrons un compte en banque, ce genre de choses, nous contractons. Nous nouons donc un contrat avec l'entreprise France et nous acceptons donc de nous soumettre à ses lois, à son règlement intérieur. Corollaire de cela, refuser de contracter, c'est refuser la loi française, qui se trouve alors remplacée par un autre système, celui de la Common Law Court, qui est fondé sur le droit naturel des citoyens. Donc, dans cette théorie, elle dénonce et légitimise les lois françaises qui ne seraient pas les vraies lois, des lois légitimes, qui seraient un simple contrat privé et auxquelles on pourrait échapper en ne contractant pas, c'est-à-dire en refusant le contrat. Les citoyens souverains, ils opposent aux lois des pays entreprises le droit naturel qui leur est supérieur, et c'est au nom de ce droit naturel qu'ils refusent le contrôle de police. Alors, j'attire ici votre attention sur le fait que la loi française, elle est dénoncée comme étant un mensonge, mais qu'il existerait dans cette théorie du complot un autre système de loi, celui de la Common Law Court, qui est donc dans la vraie vie n'existe pas, hein. En tout cas c'est une confusion autour du système juridique américain, mais en tout cas on remplace bien un système de loi par un autre qui lui est supérieur. Deuxième exemple, alors contrairement aux citoyens souverains, il n'existe pas une seule théorie du complot qui serait liée au vaccin contre le Covid-19. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai réalisé plusieurs entretiens avec des personnes qui adhéraient à différentes théories, plus ou moins radicales, et l'un des aspects qui m'a frappé, c'est l'invocation régulière de la loi, et plus exactement de l'illégalité de certains comportements des acteurs de la pandémie pendant la crise. Alors je vous ai projeté quelques exemples, j'espère qu'on arrive à les lire, qui sont représentatifs. Dans tous ces entretiens, les enquêtés déclaraient minimalement que les vaccins étaient... Donc ça, c'est que des entretiens que moi je qualifie d'antivax, puisque les enquêtés déclaraient minimalement que les vaccins étaient toxiques et que le gouvernement savait et avait laissé faire à dessein pour servir des intérêts cachés, ce qui correspond prototypiquement à une forme de théorie du complot. Alors, vous avez d'une part ceux qui vont dénoncer l'illégalité des décisions des gouvernements et des institutions internationales, et d'autre part ceux qui s'inquiètent que puissent entrer dans la loi des outils de censure et de criminalisation de ce qu'ils estiment être la vérité sur les vaccins. Dans le cas des citoyens souverains comme des antivax, les lois, les juges, les règles, elles sont perçues comme des boucliers qui nous protègent des comploteurs. On peut invoquer la loi pour annuler certaines de leurs décisions. Et même si ça ne marche pas, on peut s'en servir de cadre de référence pour dénoncer l'illégalité, l'immoralité de certaines choses. La loi, elle sert aussi à distinguer là où commence et là où s'arrête le complot. Agir conformément à la loi, ce n'est pas comploter par définition. Également, pour que des gens puissants soient contraints d'agir en secret, c'est bien que leurs actions sont illégales. Sinon, elles seraient empêchées par les juges et ne peuvent donc pas être menées publiquement. Tous ces raisonnements, ils accordent beaucoup d'importance à la loi dans le cadre de discours qui, par ailleurs, se montrent très méfiants vis-à-vis de toutes les autres institutions et toutes les autres règles de notre société. Je fais d'ailleurs une parenthèse pour dire qu'un précédent travail d'enquête m'avait fait constater que la police jouait également ce rôle ambigu dans les discours complotistes. C'était à la fois un outil de répression aux mains des puissants, mais également le garant des droits du peuple et donc son défenseur. Les juges semblent occuper la même position dans des discours qui ne sont, de ce point de vue, pas si manichéens qu'on peut le dire. Alors, dans ces discours complotistes, on voit que la loi et les références à la loi, elles jouent un rôle assez central d'un point de vue argumentatif. Cette centralité, elle se heurte toutefois à un paradoxe. Un peu trivialement, on peut se demander, et si les comploteurs sont si puissants qu'ils peuvent supprimer des États, qu'ils peuvent mentir pendant des décennies, qu'ils peuvent nous tromper sur la nature de nos sociétés, qu'ils peuvent empoisonner impunément des millions de personnes avec un vaccin, s'ils sont donc en quelque sorte les maîtres maléfiques du monde, au fond, comment est-ce qu'on peut imaginer que la loi permettrait de nous protéger d'eux ? J'étais assez frappé dans l'exemple des citoyens souverains de voir que les personnes interpellées par les policiers dans la voiture espéraient que, en déclarant qu'ils ne contractaient pas, les policiers allaient les laisser tranquilles, comme s'il n'existait pas de rapport de force, que l'invocation de la loi aurait une espèce d'effet performatif, alors même qu'ils accusent explicitement ces policiers d'être des mercenaires. Or, a priori, on n'a rien à attendre de mercenaires on n'a rien à attendre de mercenaires. Chez certains antivax, qu'on constate qu'une fois qu'on aurait en quelque sorte révélé l'illégalité du fait de distribuer des vaccins toxiques, eh ben, les choses rentreraient naturellement dans l'ordre. Au fond, c'est comme si la loi n'était pas politique, comme s'il n'y avait pas de rapport de force concret, que la loi avait une dimension complètement performative,
déconnectés de toute influence extérieure, et qu'entre les complotistes et les gouvernements comploteurs, il y avait des arbitres qui seraient les juges, et qu'il suffirait de les convaincre pour qu'ils nous donnent raison. Hop. Alors, un élément de réponse à ce paradoxe apparent, il me semble se trouver dans la structuration argumentative et logique de la pensée complotiste. On a dit que le complotiste, c'était une reconstruction de la cohérence du monde. Cela signifie que la pensée complotiste, elle fonctionne avec un cadrage où tous les éléments du réel doivent pouvoir être explicables, articulables les uns avec les autres, et ce, sans laisser de place au hasard. Alors ici, je vous montre, j'espère pareil qu'on voit bien, ici je vous montre la structuration schématique classique d'une argumentation complotiste. On part de la détection d'une incohérence, c'est ce qui se passe en haut, sur le souligné en rouge, mais comme le monde est cohérent, alors cette incohérence, elle n'en est pas une, elle est reconstruite comme étant cohérente, elle s'explique par une variable cachée qui serait le mensonge, et donc, in fine, le complot. Alors, on pourrait rajouter, là c'est vraiment très schématique, on pourrait rajouter des étapes pour bien expliciter, mais ça sera un peu plus long. Alors, notez qu'à partir du moment, je vais parler des dirigeants comme équivalent des comploteurs. Ah mince, du coup, je n'ai même plus accès à mon PowerPoint. Merci. Mais les comploteurs, ils n'ont pas forcément besoin d'être nos dirigeants ou d'être des hommes politiques. Hein. Tant qu'ils occupent une fonction de pouvoir. Ah mince, oui. Okay. Il faut relancer le diaporama, peut-être. Relancer le diaporama. Ouais. Pourtant, ça... Ouais. C'est bon? Ok, alors, est-ce que je me trouve dans... Ok, c'est bon. Alors, je vous ai mis à gauche quelques extraits de mon corpus pour montrer comment ça se réalise concrètement en discours. Les liens rouges correspondent au moment de la résolution de l'incohérence, c'est-à-dire le moment où, malgré des données contradictoires, un choix d'orientation argumentative est fait. Alors, pour illustrer concrètement l'orientation argumentative dans le discours, je vous montre un nouvel extrait de corpus où l'argumentation complotiste donne lieu à des opérations de fermeture qui excluent les hypothèses alternatives aux théories du complot. Dans cet extrait d'entretien, j'essaie d'introduire une analyse alternative au complot. Donc, c'est moi qui parle à... Donc, la première séquence, c'est mon enquêté, et ensuite, c'est moi qui lui propose une explication alternative, et elle me répond. J'explique que ça pourrait être, non pas un complot, mais tout simplement une défaillance administrative, une explication alternative qui est rejetée par l'enquêté. On le voit ici notamment par l'usage des formules hyperboliques, des RG de malade, des renseignements généraux, des ambassadeurs de ouf. Il y a la prise à partie avec les pronoms, tu ne peux pas, on ne peut pas dire ça, qui établit une forme de vérité générale, de bon sens, et qui cherche à mettre l'enquêteur du côté de l'enquêté. Il y a tout le travail sur les modalisations, savoir exactement, et surtout la répétition du mot tout. Ils savent tout, ils ont tout, qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de séquence, dans les entretiens, et qui permet d'englober tous les éléments de la réalité de manière absolue et totalisante. Si l'ensemble de l'analyse, vous intéresse, j'ai publié un article il n'y a pas longtemps dans la revue Analyse du discours argumentation, vous y retrouverez plus en détail. Alors, cette structuration argumentative, elle existe précisément parce qu'elle n'est pas la seule orientation possible. En comparant entre plusieurs entretiens portant sur les mêmes thèmes et en posant toujours les mêmes questions aux enquêtés, on peut observer, en tout cas j'ai observé, trois grands types d'interprétation des incohérences. Seuls certains embranchements argumentatifs, ici la branche la plus à gauche, arrivent à une résolution complotiste. La branche à droite, pour commencer, elle montre tout simplement que les enquêtés ne sont pas obligés de considérer que nos dirigeants sont cohérents. Ils peuvent conclure à leur bêtise ou à leur incompétence. Du coup, il n'y a pas de complot. Si on est face à des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ils ne complotent pas. Ensuite, c'est la sous-branche du milieu. On peut considérer que nos dirigeants sont des gens qui sont compétents, qu'ils sont effectivement tout à fait en maîtrise de ce qu'ils font, mais tout simplement qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu et que le problème il vient d'ailleurs. Par exemple, il pourrait venir du système économique, alors là, sur le vaccin, de l'existence de brevets sur les vaccins, des décisions prises par leurs prédécesseurs, le fait qu'il n'y ait tout simplement pas de solution miracle à un problème. Il y a donc des explications externes qui auraient pu empêcher que les choses se passent bien et conduire à une incohérence. Là encore, explication externe, il n'y a pas de complot. Pour arriver à la conclusion que nous avons affaire à un complot, l'argumentation complotiste, la branche la plus à gauche, elle a donc besoin d'exclure à chaque fois les branches argumentatives concurrentes. C'est ce qu'on appelle un procédé d'orientation. Pour ça, elle a d'abord besoin de refuser l'idée que nos dirigeants seraient des gens incompétents, c'est la branche de droite, et c'est ce que je vous ai montré dans la slide précédente. Mais pour refuser la sous-branche du milieu, elle doit s'opposer à toute explication qui ne remettrait pas la faute sur les dirigeants, c'est-à-dire les explications externes. C'est ici que l'argument de la légalité joue un rôle fondamental. En posant un cadre où le monde entier est régi par les lois et des règles justes et bonnes, alors la faute ne peut venir que de ceux qui, en position de pouvoir, dévoient cette loi ou ne la respectent pas.
On voit que les embranchements, avec les embranchements, que la proximité qu'il peut y avoir dans le discours entre une rhétorique complotiste et une rhétorique qui serait tout simplement critique du fonctionnement de la société et du fonctionnement du système économique, eh bien, ils sont assez proches et donc ils peuvent être confondus. D'autant plus si les complotistes se disent eux-mêmes critiques du système. En fait, ils ne le sont pas. C'est un risque de confusion qui a été beaucoup souligné dans la littérature scientifique et que j'illustre ici en montrant que les deux raisonnements partagent une branche argumentative commune, mais se séparent lorsqu'il s'agit d'imputer les problèmes de la société à des causes internes ou externes à ses dirigeants. Le fait de cadrer les théories du complot dans un monde juste avec un système fonctionnel empêche une autre résolution que celle du complot. Pour illustrer ça un peu mieux, j'ai essayé de résumer les 4 possibilités avec un tableau. À droite, si on constate des incohérences et qu'on en rend responsable nos dirigeants, c'est simplement qu'ils sont idiots ou qu'ils sont incompétents. Si on constate des incohérences, mais que c'est la faute de personne, alors ça veut dire qu'on vit dans une espèce de monde chaotique où il n'y a pas de règles, un peu anarchique. Cette hypothèse-là, ceci dit, elle n'apparaît jamais, c'est jamais une explication qui est explorée. Si tout est cohérent, mais que le système dysfonctionne malgré tout, alors qu'il y a malgré tout des problèmes, alors ça veut dire qu'il faut changer de système, c'est la faute du système. Et la dernière option, si tout est cohérent, mais que les problèmes viennent de nos dirigeants, c'est donc qu'ils complotent intentionnellement et poursuivent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Alors, ces résultats, ils nous mènent à plusieurs hypothèses. Tout d'abord, contrairement à certaines formules prototypiques, le complotisme, ce n'est pas une critique du système, c'est une critique des individus qui le composent. Le complotisme, c'est en fait une exigence de cohérence et donc d'ordre et de justice. Ils perçoivent des dysfonctionnements dans le monde, ils souhaitent préserver par ailleurs l'idée que ce monde est juste, et ils en concluent donc que quelqu'un de quelque part doit provoquer du désordre, doit provoquer un dysfonctionnement. Plus ce désordre est grand, plus les incohérences sont d'ampleur, plus cela nécessite mécaniquement d'imaginer des complots gigantesques. Dans le cas des citoyens souverains, pour justifier un certain nombre de crises politiques tout en restant par ailleurs attachés à la légalité, alors on discrédite les lois nationales et internationales pour leur substituer une espèce de loi supérieure qui n'existe pas, plus vertueuse et qui serait respectueuse des droits humains et aurait la primauté sur la législation française et états-unienne. C'est une construction intellectuelle particulièrement complexe pour expliquer finalement des incohérences qu'on ne s'explique pas autrement. Pour les antivax, c'est pareil. Ils estiment que les vaccins sont dangereux, pas suffisamment bien testés, qu'ils ont des effets secondaires dangereux, qu'ils sont plus létaux que la maladie, et ainsi de suite. Mais comme il n'est ni concevable que nos dirigeants soient des gens incompétents qui auraient donc mal géré la crise, ni que la loi ne nous protège pas contre ce genre de situation, alors il faut en conclure que nos dirigeants ont comploté pour contourner cette loi. Pour finir, j'essaie de montrer que, pour arriver à leur conclusion, les complotistes reconstruisent un monde plus cohérent, où les gens sont plus compétents qu'ils ne sont véritablement. Les dirigeants sont dépeints comme des personnes toutes puissantes, extrêmement bien organisées, extrêmement conscientes de ce qu'elles font, et donc elles ne peuvent agir qu'en toute connaissance de cause. Si les causes sont mauvaises, c'est donc volontaire. La loi, elle, est jugée au-dessus des rapports de force interindividuels. Elle est apolitique, toujours vertueuse, jamais abusive, et si elle l'est, c'est de la faute de ceux qui la détournent. Le fait d'avoir recours à un complot montre bien qu'il existe, montre bien qu'il faut forcément être en dessous des radars pour agir avec la loi, qui est, elle, nécessairement vertueuse. Je crois que ça arrive sur la fin. Ouais. Ben, je m'arrête là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On va garder donc les petites questions de fond et de discussion pour la suite des présentations. Et donc, on va inviter nos deux prochaines intervenantes, donc Stéphanie Lukasic et Alexandra Salou, pour nous rejoindre ici. Hop, je crois que je devrais avoir votre diaporama. Ouais, ben, on va le passer. Oui, je vais vous donner directement, comme ça je gère la présentation en ligne. Alors, hop, je vais afficher le diaporama en ligne rapidement. Oui, une question de compréhension, on a le droit. D'orientation. Ouais. C'est bon, ça c'est les théories de l'argumentation, mais l'argumentation est toujours une forme d'orientation. C'est pas des choix. Hop. Alors, donc, ça s'affiche et ça a l'air de tenir. On va croiser les doigts. Je vais réorienter la caméra pour que le public en ligne puisse vous voir. Et voilà. Désolé. Hop, je suis... Voilà. Donc,
Alors, Stéphane Lukasic est à l'Université du Luxembourg, Alessandra Salou est à l'Université Aix-Marseille Université, toutes les deux enseignantes-chercheuses. Elle travaille sur les réseaux sociaux numériques, la circulation de l'influence, mais aussi sur les dispositifs de recommandation autour de ces réseaux, et notamment la construction de l'opinion dans ce cadre. Et je vais vous laisser donc la parole pour une quinzaine de minutes. On est dans les temps, à peu de choses près. Je reconfigure les pratiques journalistiques avec une analyse comparative de 3 pays francophones, donc le Luxembourg, le Canada et la France, donc évidemment pas tout le Canada, mais la partie francophone du Québec. Donc tout d'abord, il faut revenir sur ce qu'est la réinformation. La réinformation, c'est une désinformation subtile qui a pour principe d'être non réfutable par une simple contre-vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est une simple fausse nouvelle. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une utilisation manipulée de l'information et des faits. Et c'est toute la difficulté pour les publics à identifier cette réinformation, puisque cette information manipulée peut être elle-même issue des médias professionnels. Et donc, tout le discours qui consiste à dire au sein de l'éducation des médias, à partir du moment où vous pouvez vérifier une information qu'elle est sourcée, elle est exacte, tombe en grande difficulté pour les publics, et donc crée une difficulté pour ces publics d'identifier la réinformation. Tout se joue en fait dans la mise en forme de cette information. Et j'avais effectué une première étude en faisant une analyse détaillée des procédés de la réinformation par le blog F de Souche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un blog d'extrême droite à l'origine qui a été créé par Pierre Sautarel, qui est issu d'une mouvance d'extrême droite. Et maintenant, c'est devenu une revue de presse et ça avait été très vite classé comme le premier blog politique de France, notamment par le Figaro. Et à chaque période électorale, ce blog a une énorme influence sur la formation des opinions. Et ces procédés sont identifiables par le copier-coller, c'est-à-dire qu'ils vont aller copier et coller une information journalistique pour la plupart, ou alors parfois même une information qui est disponible sur des sites officiels ou des réseaux sociaux numériques. Et ils vont ensuite couper cette information, la rapiécer de manière à ce qu'elle désinforme et qu'elle défende une idéologie d'extrême droite. Donc, ce qui est paradoxal, c'est véritablement que cette réinformation, elle se réclame d'une démarche qui se veut journalistique, c'est-à-dire que leur défense, c'est de dire qu'ils utilisent la même mise en forme de l'information que les journalistes, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il n'y a pas du tout de déontologie, il n'y a pas d'éthique et il n'y a pas non plus de respect du contradictoire. Et ils créent un brouillage des frontières en utilisant un vocabulaire médiatique qui entremêle, selon eux, une ligne éditoriale et d'actualité. Et donc, ils défendent cette réinformation parce que cette information-là serait en réalité cachée des médias alors même qu'elle est issue des médias. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas suffisamment mise en lumière et notamment dans le choix des langues journalistiques. Donc, ce qui est plus difficile, c'est que cette réinformation-là, elle a effectivement de viralité sur les réseaux sociaux numériques et elle est difficilement décelable, évidemment, dans une temporalité courte des réseaux sociaux numériques, puisqu'on sait que la plupart des usagers s'arrêtent au titre et au chapeau, les 3 premières lignes. Et donc, forcément, cette réinformation-là va constituer de nouveaux enjeux dans la diffusion des fake news à l'ère de la post-vérité. Et ce qui est important de souligner au sein de notre recherche, c'est qu'elle doit être prise en considération à la fois par les publics, mais surtout par les journalistes, dont les contenus informationnels peuvent être pris à mauvais escient. Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé qu'il y avait au sein de notre recherche, ça a été notre véritable ligne, notre fil conducteur, qu'il y avait une nécessité d'interroger la reconfiguration des pratiques des professionnels de l'information à l'aune de cette réinformation, et parce qu'en réalité, ça peine à être identifié dans le débat public et surtout
du point de vue des législations, puisque cette reprise n'est absolument pas illégale. Elle fait plutôt partie de la catégorie de ce qu'on appelle les harmful content, c'est-à-dire les contenus nocifs, et qu'on peine finalement à poursuivre juridiquement. Et ça pose problème au sein des rédactions, comme on va le voir au sein de notre étude. Alors, comment, avec l'action de recherche, on a essayé de comprendre dans quelle mesure les journalistes peuvent faire face à la réinformation, et surtout quelles sont leurs possibilités en fait, de reconfiguration de leurs pratiques pour répondre au public lorsque l'information à l'origine de qualité professionnelle va se retrouver donc manipulée à leur insu. On est parti de l'hypothèse que la réinformation, en tant qu'information manipulée, reconfigure les liens entre journalistes et public. Et notre problématique, donc, c'est en quoi la réinformation va réinterroger donc, les liens entre journalistes et public. Concernant les enjeux de la recherche, l'enjeu, c'est vraiment d'analyser les pratiques des professionnels de l'information face notamment au phénomène de réinformation. Nous avons interrogé notamment les sujets de la crédibilité, de la confiance et de l'utilisation des sources d'information du point de vue des professionnels de l'information, à partir des préoccupations qui sont soulevées par les publics. Pour certains, concernant la méthodologie, nous avons choisi de faire une méthodologie donc mixte. C'est une étude donc longitudinale sur la réinformation qui s'inscrit, comme l'a dit Stéphanie, dans la continuité de ces travaux qui ont été initiés avec le cadre donc, du blog F de Souche en 2018. La réinformation fait fi des frontières nationales et on ne peut donc désormais cantonner la réinformation à un phénomène isolé. Par conséquent, il nous semblait opportun et pertinent d'élargir la réflexion à d'autres pays touchés par ce fait récurrent devenu transnational. Nous avons décidé de poursuivre cette étude de la réinformation en intégrant les autres parties prenantes, donc public et journalistes, en comparant 3 pays qui ont comme point commun d'avoir leur contenu médiatique réutilisé pour réinformer. Ces pays également ont été choisis en raison de leur différence de superficie. La France a une superficie dite moyenne, le Canada une grande superficie et Luxembourg, étant un micro-État, c'est une petite superficie. Puisque l'un des arguments de défiance envers les journalistes est leur manque de proximité avec les publics, donc plutôt la rareté des journalistes sur le terrain au profit de journalistes, ce qu'on appelle le journalisme de desk, et rareté de l'information locale. Je vous encourage à voir le rapport Verza et Hall 2024. Pour ce faire, nous avons donc mené, dans un premier temps, une analyse exploratoire quantitative et qualitative d'un contenu journalistique repris pour réinformer sur X. Et deuxièmement, une méthodologie compréhensible proche des récits de vie en 2 temps. Dans un premier temps, une analyse qualitative des témoignages de public de la réinformation, donc qui s'informent justement via la réinformation plutôt que par des médias journalistiques professionnels. Et dans un deuxième temps, des entretiens qualitatifs semi-directifs de journalistes à partir d'une observation des contenus médiatiques réutilisés à mauvais escient pour mésinformer ou désinformer. Nous avons sélectionné les médias concernés et interrogé ces mêmes journalistes de ces mêmes médias. L'objectif principal était d'obtenir des pistes de réflexion, de compréhension et de réflexion du délaissement des médias traditionnels par certains publics au profit d'une autre réception de l'information, afin de pouvoir ensuite interroger la reconfiguration des pratiques journalistiques à l'aune de cet enjeu contemporain. Je vous présente ici l'analyse exploratoire, en gros, pour illustrer notre pratique, donc de 2 tweets. Le premier, donc, c'est un tweet du Figaro. Donc, nous avons observé à titre indicatif une information d'actualité ordinaire provenant du Figaro et repris donc par le blog F de Souche sur Twitter. Et si je peux ajouter, ce qu'on n'a pas mis à l'écran, ce qui était important de comprendre, c'est qu'il y avait une plus grande viralité, une plus grande interaction du côté de F de Souche plutôt que sur le Figaro. Et donc on a vu qu'effectivement, même si l'information était issue du Figaro, elle était davantage reprise et davantage partagée effectivement sur Twitter à l'époque. Alors, vous avez ici des graphes, en fait, des personnes, donc à gauche, le graphe des individus qui ont retweeté l'information du Figaro, et à droite, le graphe, ici, des individus qui ont retweeté l'information de F de Souche. Nous avons cartographié par affinité politique les différents comptes. Donc, en orange, la Renaissance, en vert, gauche qui comprend PS et NUPES, en bleu foncé, extrême droite regroupant RN et Reconquête, en bleu clair, la droite dite républicaine LR, en rouge, journaliste, et en noir, les personnes non renseignées sur lesquelles nous n'avons pas pu poser donc, une affinité politique. Donc, on voit bien ici que sur le Figaro, on a à peu près une hétérogénéité
des différentes personnes qui ont retweeté. A contrario, du coup, sur le graphe de F de Souche, on a vraiment une grosse communauté. Vous avez un petit LR ici, mais vous avez une grosse communauté qui fait partie du RN ou de Reconquête. Donc deux partis de mouvance d'extrême droite. Donc on a mené une étude, alors qui est évidemment pas exhaustive, hein, mais le but c'était de faire un état des lieux des 3 pratiques francophones du journalisme qui doivent faire face à cette réinformation. Parce que c'est devenu un véritable fléau quand on est journaliste et quand on a son travail repris par ces mouvances d'extrême droite et qu'on n'a pas du tout la main mise sur sa production. Donc, on a fait le constat que cette réutilisation, même si les journalistes en ont assez quand même de cette reprise de leur contenu journalistique, demeure absente des réflexions concernant la lutte contre la désinformation, alors que, selon une étude américaine de l'ensemble de l'écosystème informationnel américain, il y aurait quand même une grande majorité de la désinformation qui serait en provenance des actualités ordinaires, c'est-à-dire des contenus qui sont directement repris par ces mouvances-là pour déformer le travail journalistique. Donc la première étape, ça a été de s'intéresser dans une démarche compréhensive au public qui était séduit par cette réinformation. Donc on a mené des entretiens jusqu'en 2022 avec 7 membres des publics des différents pays choisis, et pour avoir une certaine compréhension de ces pratiques réinformationnelles qui s'éloignent des médias traditionnels pour s'informer. L'une des premières surprises, ça a été que la plupart de ces usagers récepteurs qui sont séduits par cette réinformation, eh bien, sont des usagers récepteurs qui consomment énormément d'actualités. Ce ne sont pas des personnes isolées et qui, en fait, se sont détournés des médias traditionnels parce qu'ils étaient déçus d'un manque de représentativité dans les médias. Ils m'ont exprimé aussi un manque d'intégrité et d'indépendance des journalistes, puisque l'information médiatique, selon eux, n'est plus garante de fiabilité. Et ils voient cela, en fait, au sein d'un regard systémique qui est porté sur les journalistes en tant que membres d'un système global et non comme des individus. Donc on retrouve dès lors l'essence même de la réinformation, qui est de dénoncer un manque d'objectivité et un manque de pluralisme dans les médias. Et au-delà des clivages politiques, parce qu'on avait aussi des personnes, pas seulement de l'extrême droite, mais aussi de l'extrême gauche, au sein des publics étudiés, on s'est rendu compte que ce qui était flagrant, c'était cette incommunication profonde entre les journalistes et ces publics. Et évidemment, la remise en cause du traitement de l'information par les journalistes, qui était finalement, les journalistes n'étaient plus vus comme un 4e pouvoir, c'est-à-dire plus seulement un intermédiaire entre les publics et les institutions, mais vraiment comme vecteur de la pensée unique, étatique et des élites. Okay, je vais accélérer. Donc on avait un contexte de défiance à la fois au Québec, en France et au Luxembourg, avec également des agressions verbales sur le terrain. Le parti pris de cette méthodologie, ça a été donc d'aller à partir d'un corpus constitué des articles repris par F de Souche, d'aller dialoguer et de s'entretenir avec les journalistes des 3 pays choisis afin qu'ils nous expliquent un petit peu ce que ça reconfigurait au sein de leur pratique. Donc là, je vous donne un exemple rapide. Donc, un article qui a été repris par F de Souche, qui est un article de la presse grand public, L'Essentiel, qui est un journal gratuit diffusé au Luxembourg. Donc, vous voyez déjà le changement de titre. Alors, dans les détails, vous voyez vraiment le montage de F de Souche et qui fait dire vraiment quelque chose de différent par rapport à l'article originel de Thomas Holzer. Il faut savoir que suite à cet article-là, le journaliste a été agressé sur le terrain au Luxembourg, sur un marché, parce que il a été jugé en fonction du titre qui a été redonné au sein de F de Souche. Donc on retrouve la défiance de certains publics avec la remise en question des pratiques, et le journaliste en fait explique cette incompréhension selon lui. On a essayé aussi de pousser le raisonnement avec les journalistes pour qu'ils essayent de nous donner des pistes de réflexion, comment on a pu en arriver jusque-là. Et pour lui, en fait, il faudrait un renforcement d'une éducation en fonction des médias, mais orienté plus spécifiquement vers le journalisme,
pas seulement vers le support du média. Et selon lui aussi, ce manque de transparence, les sites de réinformation en jouent, c'est-à-dire que à force de dialoguer avec ce public qui est séduit par la réinformation et la défiance sur le terrain au Luxembourg, il s'est rendu compte que les gens ne savaient pas du tout comment fonctionnait une rédaction, comment on écrivait un article, comment on mettait en forme un article. Donc pour lui, il faudrait véritablement une transparence dans l'exercice de la profession du journalisme. Même principe avec l'article original du JDD en France. Je vais accélérer, je ne vais pas pouvoir tout présenter. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la journaliste de Slate, qui a été aussi reprise, explique qu'il faudrait véritablement favoriser un dialogue de co-construction de l'espace médiatique avec les publics et surtout mettre en lumière des sujets qui ne le sont pas au sein des médias afin que finalement les journalistes s'en saisissent avant les sites de réinformation. Et donc, il faudrait aussi une diversité dans la pratique journalistique, moins standardisée. Il y a aussi quelque chose qui est assez récurrent en France qui revient, c'est cette forme de présentation du journal télévisé qui est toujours sur le même ton et qui n'a pas la diversité française, notamment dans les accents. Et ça, c'est revenu beaucoup, notamment du côté des journalistes, mais au sein des publics qui étaient séduits par cette réinformation, parce qu'ils ne se sentaient pas du tout représentés au sein de l'espace médiatique journalistique. Et dernier exemple avec Le Soleil, donc un journal du Québec. Donc le contexte canadien est lui aussi marqué par la défiance et la désinformation envers les journalistes. Et on avait interrogé Éric Trottier, qui nous avait expliqué que pour lui, il fallait véritablement se rapprocher du public, encore une fois, et surtout revenir à la source du journalisme en matière de production de l'information, pas seulement diffuser les informations existantes, mais aller sur le terrain pour sonder davantage le grand public, pour choisir les informations à traiter. Et il avait cet exemple très intéressant, c'est que actuellement une pratique qui est beaucoup abandonnée par les journalistes en termes de couverture des campagnes électorales, c'est par la suite le suivi de ces campagnes électorales, c'est-à-dire vérifier si l'application des promesses de campagne des politiques sont effectives ou non. Et ça rapprocherait aussi le public au sein de cet écosystème. Et voilà, des journalistes, notamment au Luxembourg, le font déjà. Donc la vérification de l'information ne se limiterait pas au décèlement des fausses informations avec ces pistes de réflexion, mais pourrait retrouver un renouveau dans les vérifications qui préoccupent quotidiennement les citoyens. Donc en conclusion, il y a une nécessité de renouer avec l'horizontalité, puisque c'est à l'instar du fonctionnement de l'écosystème médiatico-socio-numérique, puisque la force des réseaux socio-numériques aujourd'hui, c'est vraiment cette horizontalité et cette rupture avec la verticalité et cette désintermédiation, eh bien, il faudrait intégrer davantage les publics en tenant compte de leur pluralité. Et cela doit passer par la réactivation des formes de ce qu'on a appelé le journalisme participatif pour établir le dialogue. Alors, il y a certains pays qui ont déjà mis en place des conseils d'audience dans les médias de services publics, notamment c'est le cas à la BBC au Royaume-Uni, en Suisse, en Autriche et plus récemment au Luxembourg. Donc, à la manière d'un public journalisme, il faudrait actualiser au socio-numérique le journalisme qui serait à percevoir comme un véritable pilier de co-construction démocratique avec les publics et repenser en profondeur la manière de procéder à la couverture journalistique avec les publics, ce qui replacerait finalement le citoyen au centre des pratiques journalistiques, comme ça a été le cas au début du journalisme anglo-saxon. Donc un tel tournant stratégique au service de l'information semble incontournable au rétablissement de la légitimité et de la confiance auprès des publics. Donc en définitive, la réinformation face au journalisme met en lumière l'importante réflexion à avoir sur une re-information au sens d'une information nouvelle intégrant directement les publics dans la reconfiguration des pratiques des professionnels de l'information. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu dépassé. Merci beaucoup. Oui, on va repasser le câble. Voilà. En fait, oui, c'est ça. Quand on est gentil avec lui, il n'est pas trop méchant normalement. Voilà, c'est ça. Il faut le garder bien à plat. Bien à plat. Oui, bien à plat, gentiment. Ouais.
Hop, alors, je vais arrêter le partage de ce diaporama. Je vais retourner la caméra pour qu'on puisse voir notre nouvelle intervenante. Si la caméra veut bien. Oui, elle veut bien. Hop. Ah. Hop, 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 hop. Très bien. Ouais, vous allez peut-être avoir de la difficulté à voir, malheureusement. Alors, on va voir si ça se lance. Oui, ça devrait se lancer. De toute façon, je vais commencer. Alors, moi, dans le... Hop. Mais je vous en prie, je vais vous présenter rapidement, hein, mais effectivement, donc, hop, dernière intervenante de cette table ronde, donc Laurence Grondin, qui est professeure à l'Université du Québec à Montréal et qui est aussi coordinatrice du groupe de recherche sur l'information et la surveillance au Québec. Et puis, je vous laisse tout de suite la parole comme ça. Oui, donc je m'excuse de vous leurrer en vidéo la présentation. Dans le cadre de ma thèse de doctorat que je soutiendrai d'ici le printemps, je m'intéresse à la circulation de l'information sur TikTok et le modèle qu'impose TikTok envers les autres plateformes. Et je me demandais par curiosité qui a TikTok sur son téléphone ici. Ah, merci. OK, j'en ai quelques-uns, merci beaucoup. Mais quelques faits saillants pour les autres. Donc, en 2021, TikTok a détrôné Google dans le palmarès des sites web les plus populaires au monde selon le classement annuel de l'entreprise de sécurité et de données web Cloudflare Radar. Et les exécutifs, dont un vice-président chez Google, sait très bien que les jeunes aujourd'hui vont davantage utiliser TikTok et YouTube comme moteur de recherche ou même Snapchat. Ensuite, une enquête menée par NewsGuard en 2022 a révélé que dans un échantillon de recherche sur des sujets d'actualité importants, près de 20% des vidéos présentées comme résultat de recherche convenaient de la désinformation. Donc, 20% présentaient de la désinformation. Donc, ça signifie que pour des recherches sur des sujets allant de l'invasion russe, j'ai comme eu espoir, l'invasion russe de l'Ukraine. Ah, parfait. Parfait. L'invasion russe de l'Ukraine, aux fusillades dans les écoles et aux vaccins contre la COVID, les utilisateurs de TikTok sont régulièrement exposés à des affirmations qui sont fausses. Et le rapport de Data Reportal de 2024, tout pays confondu, disait que la moyenne mensuelle d'utilisation de TikTok est de 34 heures par mois, donc plus d'1 heure par jour, comparativement en 2023, où là, on était à 32,5 heures. Et en deuxième position, on retrouve YouTube en tout le temps de 2023-2024 à l'entour de 28 heures d'utilisation mensuelle par mois. Donc, on utilise beaucoup TikTok. Et pour le Canada, selon les données les plus récentes, TikTok compterait 9 millions d'utilisateurs se connectant au moins une fois par mois au Canada et 1,9 million au Québec. Donc, 89% sont des jeunes âgés entre 18 à 44 ans. On n'a pas les données sur les mineurs puisque c'est fourni par les comptes publicitaires de TikTok, la suite business. Et finalement, dans le Digital News Report 2024, la synthèse des données canadiennes, on apprenait qu'au Canada, TikTok est le média social dont les utilisateurs ressentent le plus de difficultés à distinguer les nouvelles dignes de confiance de celles qui ne le sont pas. Et on peut observer le même tableau à travers le monde, donc c'est généralisé. Donc, dans le cadre de cette présentation ici, nous nous demandons si TikTok est une plateforme pertinente pour les médias d'information, notamment si leur contenu atteigne le fil for you ou le fil pour toi des nouveaux utilisateurs. Et si ce fil offre une diversité de sources et de points de vue ou s'il est envahi par de la désinformation. Et là, j'avais un petit exemple de quoi a l'air un fil for you pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, mais vous devrez regarder la vidéo en reprise, malheureusement, pour en avoir une bonne idée. Alors, pour ma méthodologie, et c'est la même pour mes données, ma collecte de données pour ma thèse, j'ai une phase 1 qui était la création de 3 comptes mail créés avec les mêmes spécifications, donc via Gmail. Et chaque compte mail était associé à un appareil mobile remis à neuf, donc j'avais 3 téléphones Android.
Ensuite, les paramétrages des téléphones, c'était une connexion au Wi-Fi. Le système d'exploitation était réglé en français et on installait TikTok sur les 3 téléphones et on en faisait son utilisation exclusive, hormis naturellement l'enregistrement d'écran, qui est une fonction qu'on a sur le téléphone Apple et Android. Ensuite, ces comptes-là, avec mes informations à moi, donc mon nom, mon âge, ma date de naissance et le genre auquel je m'identifie, sont allés sur TikTok et on a fait le visionnement du fil for you, donc le fil pour toi, qui est la fonctionnalité la plus utilisée de TikTok en général par les utilisateurs. Donc, c'est la recommandation algorithmique de contenu. Il y a eu 5 séances de visionnement par compte, donc 15 au total, entre mars et mai 2024. Et la durée des séances de visionnement variait entre 10 et 25 minutes séance. Le comportement était toujours le même, c'est-à-dire que j'avais aucune interaction avec le contenu en tant que tel, à part le regarder. Je visionnais, passais la moitié de la vidéo, du temps de la vidéo, pour ne pas donner de préférence à TikTok et je voulais voir qu'est-ce que TikTok allait continuer à me proposer, ne sachant pas qu'est-ce que je préférais. Les phases 2 et 3 ont été très similaires. Là, on a fermé les comptes de la phase 1. On a refait de nouveaux comptes, donc 3 nouveaux comptes. Et là, chaque compte mail a été associé aux 3 téléphones Android qui ont été réinitialisés. Et les paramétrages restaient les mêmes. Donc, dans les résultats, on a 3 comptes et 3 téléphones identifiés par leur couleur, donc lime, graphite et lavande. Et dans la phase 1, on avait pour les 3 comptes entre 136 et 144 vidéos qui ont été proposées. Et majoritairement en français. Donc ça, c'était la bonne nouvelle puisque les systèmes d'exploitation ont été réglés en français. Le nombre de vidéos provenant de comptes certifiés, et là, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi c'est important dans la conclusion, les comptes certifiés, mais c'est des comptes qui ont un crochet bleu, qui ont été authentifiés. Donc, ces comptes-là, contrairement à Meta avec Facebook et Instagram ou avec X, on ne peut pas payer pour l'obtenir. C'est une vraie authentification de la part de TikTok. Donc, j'en avais très peu. Sur 144 vidéos pour le premier compte, j'en avais 8. Pour 136 vidéos du Feel for You du deuxième compte, j'en avais 8 aussi. Et pour 157 vidéos du troisième compte, j'en avais seulement 13. Ensuite, je me suis intéressée au nombre de vidéos de désinformation. Et par désinformation, on entend la définition de Claire Wardle, qui est lorsque de fausses informations sont sciemment partagées pour causer un préjudice. Donc, c'était vraiment grossier comme type de fausses nouvelles. Alors, j'en avais 2 pour le premier compte, 2 pour le deuxième compte et 8 pour le troisième compte, donc une légère augmentation. Pourtant, le nombre de vidéos était, on parlait de 13 vidéos de plus que le premier compte, qui en avait seulement 2. Donc, ça, c'était curieux. Et ensuite, le nombre de vidéos qui provenaient de médias d'information, j'en avais 2 pour le premier compte et seulement 1 pour les autres comptes. Donc, on avait de la désinformation, pas en grande quantité, mais on avait encore moins de vidéos de médias d'information qui auraient pu balancer le discours. Donc, ça, c'était un peu plus inquiétant. Et en phase 2, c'était beaucoup plus ordonné. Naturellement, si vous pouviez voir le tableau, ça vous aiderait plus dans la visualisation des données. Par contre, là, ce qu'on remarque, c'est que le nombre de vidéos visionnées dans le Feel for You a drastiquement diminué. On est passé de 144 pour le premier compte à 94 pour la deuxième phase, avec le nouveau compte de couleur lime qui est identifié comme le compte 4 cette fois-ci, puisque c'est un nouveau compte, mais avec les mêmes paramètres d'utilisateurs et d'utilisation. Donc, 94 de vidéos. Pourquoi? Parce que les comptes ont été exposés à du contenu significativement plus long. Donc, il était nécessaire de visionner chaque vidéo au-delà de la moitié, je vous le rappelle. Et parmi ce contenu, on retrouvait des blagues téléphoniques, des pranks extrêmement longues, mises en scène par un trio d'animateurs à la radio bien chez nous. Donc, ça, c'était du contenu redondant et qui est revenu plusieurs fois.
Et donc, certaines vidéos dépassaient les 7 minutes, ainsi que des vidéos longues de la catégorie motivation et conseils mettant en vedette un courtier hypothécaire partageant de longues anecdotes sur son expérience. Et là, c'est des vidéos qui fallait varier entre 5 et 10 minutes. Et bon, donc moins de vidéos, mais encore plus de vidéos en français. Donc, encore là, les systèmes d'exploitation étaient réglés en français. Le nombre de vidéos provenant de comptes certifiés demeure 4, 4, 5, donc très limité. Le nombre de vidéos de désinformation, alors là, on a une augmentation sur le total. On a 6, 3 et 6 vidéos de désinformation. Et le nombre de vidéos provenant de médias d'information, lui, a diminué. On s'est retrouvé avec une seule vidéo de médias d'information sur le compte LIM et une seule sur le compte Lavande. Et je n'étais pas difficile là, sur le média d'information. Je n'ai pas été sélective. Je les ai vraiment cherchés. Et ensuite, pour la phrase 3, là, c'est un coup de tête que j'ai eu à la veille des élections présidentielles américaines. Je voulais voir si ça allait avoir un impact sur le contenu qu'on allait me proposer. Les comptes avaient été inactifs de la fin juillet jusqu'au 28 octobre. Donc, j'ai réouvert les téléphones. Il n'y avait pas eu d'activité. Et là, pour les mêmes moyennes de visionnement, de temps de visionnement, le nombre de vidéos visionnées a diminué. Et dans le premier compte, j'ai reçu 9 publications à connotation religieuse. Donc, 9 publications sur 40 où on me parle de versets de la Bible, de psaumes, etc. Donc, pour 22,5 % des recommandations, alors que dans la phase 1, j'en avais eu 5 vidéos seulement sur 144 et la phase 2, j'en avais eu 0. Ensuite, le compte 5, donc le compte Graphite, lui a reçu 3 publications où apparaissait la mère d'Alexandra Lumbayi, une Congolaise étudiante au Québec qui a été portée disparue puis retrouvée décédée, sur 28 vidéos. Donc, c'était un sujet récurrent. Et le compte 6 a reçu 12 vidéos de désinformation sur 47, ce qui était une grande augmentation. Donc, 25 % des recommandations présentaient de la désinformation. En contrepartie, le nombre de vidéos provenant de médias d'information, et il y en avait 0 dans cette phase de collecte-là. Et c'était le contenu de désinformation était du contenu pro-Trump et contre Kamala Harris, bien que c'était des Canadiens et Québécois bien de chez nous. Donc, pour le grand total, le nombre de vidéos visionnées, on parle de 772. Le nombre de vidéos en français, on parle de 630 vidéos. Le nombre de vidéos provenant de comptes certifiés, seulement 46 sur 772. Le nombre de vidéos de désinformation, 45. On va se dire, mais ce n'est pas un très gros chiffre. On parle de 5,8 % de tout le contenu. Mais par contre, le nombre de vidéos provenant de médias d'information était seulement de 6, donc moins de 1 % du contenu présenté, ce qui était un peu inquiétant. Et que fait TikTok à ce sujet? Bien, il y a des règles très spécifiques pour se retrouver sur le fil For You. Notamment, on ne peut pas présenter des images de violence où il y aurait du sang. Et même si ces images de guerre ou plus difficiles sont d'intérêt public, elles ne seront pas mises sur le fil For You. Ensuite, on a un centre de transparence, mais encore faut-il le trouver sur TikTok. Et il faut chercher encore plus loin pour une version française pour le Canada. Et ensuite, on va miser sur l'autonomisation des utilisateurs, ce qui devient un fardeau pour eux de déceler les fausses nouvelles et la désinformation. Et on a vu que c'était difficile avec les statistiques du début que je vous ai présentées pour les Canadiens, Canadiennes et à travers le monde de trouver le contenu fiable versus de celui qui ne l'est pas sur TikTok. C'est plus difficile que sur d'autres plateformes. Pire encore, le Centre de sécurité de TikTok nous a mis un beau billet de blog au Canada qui s'appelle « Guide sur la désinformation nuisible », parce qu'on sait tous qu'il y a une désinformation qui n'est pas nuisible. Et quand on lit la description du billet de blog, moi, j'étais en train de me fâcher parce que je lisais la définition de mésinformation pour me rendre compte que tout avait été mal traduit. Et quand on regardait le lien, l'URL de la page, ben, c'est bien Harmful Misinformation Guide. Et quand on regarde la page francophone de France, elle est mieux traduite. Alors, c'est le guide sur les dangers de la désinformation. Pourtant, c'est la même langue et on aurait eu intérêt à avoir cette page plutôt que la version canadienne. Ensuite, ils vont mettre l'emphase sur comment un utilisateur ou une utilisatrice peut déceler les fausses nouvelles facilement sur la plateforme et ils vont nous dire de rechercher des indices contextuels dans le fil For You
comme l'icône certifiée. Or, on a vu que ce n'est pas ce qui ressort et ce qui est proposé d'emblée via le Fill for You et les recommandations algorithmiques. Et ensuite, on va suggérer de se fier aussi à l'étiquette « contenu généré par intelligence artificielle ». Donc, le contenu qui est généré par intelligence artificielle, les créateurs peuvent l'indiquer lorsqu'ils vont mettre en ligne leurs vidéos. Le problème est que je l'ai testé avec mes étudiants au printemps passé et ce n'est pas obligatoire. Ils ont créé des faux comptes sur TikTok. Ensuite, ils ont généré du contenu, des vidéos par intelligence artificielle, l'ont mis en ligne, ne l'ont jamais identifié comme tel et ils ont même eu des mentions j'aime de comptes inconnus et ont pu continuer à vivre leur vie dans le Fill for You puisque ça avait peu d'importance. Alors, des belles solutions, mais qui ne sont pas mises en place. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. Tout d'abord, merci à nos 3 intervenants pour ces 3 présentations qui suivent. Et puis, je suis content qu'on finisse sur Twitter parce qu'on a beaucoup parlé ce matin de Twitter et on n'avait pas encore eu d'études sur Twitter. Donc, on a toute une continuité d'études là qui s'inscrit sur ces questions justement de réinformation et d'information sur les réseaux sociaux numériques. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour commencer? Oui, Élodie. Il me semble que vous partez d'un postulat qui définit une démarche journalistique. Alors, vous l'avez dit avec, je reprends vos mots, vous avez dit une démarche qui serait éthique, où il y aurait la confrontation de points de vue versus effectivement les autres approches et les très illustratifs exemples, notamment que vous avez cités. Simplement, ce postulat-là me semble à interroger, c'est-à-dire le fait de dire que de définir un monde dans lequel il y aurait un journalisme qui effectivement serait éthique et qui serait vraiment impartial versus le reste, il me semble quand même assez périlleux, surtout aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit. Et du coup, j'ai presque envie de vous soumettre cette hypothèse qui consisterait à dire que finalement, peut-être qu'il y a réinformation justement parce qu'il y a eu une défaillance à un moment donné ou parce qu'il y a défaillance encore actuellement de tout ce dispositif journalistique. On va peut-être pas s'étendre sur des exemples, mais moi, j'en ai beaucoup. J'ai côtoyé des journalistes, j'ai vu des articles où il n'y avait pas toute cette dimension-là, justement, d'éthique ou le fait de confronter les points de vue. Donc, ça me semble un premier point. Très intéressant d'ailleurs que vous souligniez la faible représentativité des accents, parce que pour moi, je le vois justement comme symptomatique du fait de cette pensée unique, voire même étatique, effectivement, qui est quand même, malgré tout, me semble-t-il, présente. Il y a quelque temps, il y avait, c'était Le Monde diplomatique qui avait publié une merveilleuse infographie. C'était Qui possède quoi et qui montrait bien qui étaient les actionnaires derrière. Je pense que c'est aussi une autre manière, peut-être plus économique, mais de mettre quand même mettre à mal cette idée que le journalisme serait par excellence intouchable, complètement juste et tout à fait éthique, comme vous dites. Merci pour une question. Oui, effectivement, alors je suis passée un petit peu vite, mais la démarche qui se veut journalistique, en fait, c'est une démarche qui est revendiquée par les sites informationnels eux-mêmes. Voilà. Et justement, parce qu'il y a toute une vision manichéenne de cette réinformation-là, qui oppose le bon journalisme au mauvais journalisme. Et effectivement, il se joue de certaines dérives de certains journalistes dans le choix des angles, dans le choix du traitement de l'information. On n'a pas parlé, mais j'aurais pu évoquer aussi les publi-reportages qui posent question. Et alors, je n'ai pas précisé ça, mais moi-même, j'étais journaliste. Et en fait, l'origine de ce sujet-là, c'est né d'une appropriation d'un article, quand je travaillais à la Provence, par Rêve de Souche, qui était un article sur un immigrant, etc. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il y a un réel problème dans la réutilisation de ces contenus, parce qu'en tant que journaliste, je ne pouvais rien faire. Mais en tout cas, voilà, cette vision manichéenne, ça vient vraiment de ces sites de réinformation-là. Et ensuite, ça a été développé dans une définition de Gaël Stéphan et Didier Baucher en 2019. Et il y a aussi les travaux de Charlotte Blanc en 2018 qui ont étudié, il n'y avait pas que F de Souche, il y avait aussi des mouvements aussi liés aux catholiques intégristes et qui reviennent en fait sur cette démarche. En fait,
c'est quelque chose qui est vraiment pensé et réfléchi pour ne pas être attaquable sur le plan juridique. Et autre chose, alors effectivement, la propriété des médias, forcément, elle est entendue et donnée en exemple de la part de ces publics informateurs. Mais malgré cette appartenance à des grands groupes, ils m'expliquent que ce n'est pas forcément pour ça. C'est-à-dire que pour eux, en tout cas, je pense à 4 usagers récepteurs en particulier de ces mouvances-là, qui m'ont expliqué que ça pouvait ne pas être gênant d'avoir des financements, parce qu'au contraire, ça pourrait éviter d'avoir des médias d'État, mais à condition qu'effectivement, ces grands groupes-là, à l'inverse de ce qu'on peut connaître en France avec Bolloré, ne doivent pas intervenir dans la manière de choisir les sujets. Je ne me suis pas attardée là-dessus, mais le choix des sujets dans la réinformation, il tourne autour d'un triptyque: insécurité, immigration, islam. Et en fait, les publics réinformateurs, surtout qui adhèrent à cette mouvance d'extrême droite, qui me disent en fait, je me suis tournée à l'origine vers ces sites d'information-là parce que je me posais des questions et je trouvais que ce n'était pas traité, ou voire insuffisamment traité au sein de l'écosystème journalistique. Donc effectivement, la plupart du temps, en fait, on dépasse ce simple constat de l'économie des médias pour essayer d'aller creuser en profondeur sur les raisons du succès de ces sites de réinformation-là, sachant aussi que les usagers récepteurs ont bien conscience qu'il y a des financements opaques au sein de ces sites de réinformation, ils ne sont pas dits. Mais c'est vraiment en fait cette défiance vis-à-vis des médias qui les ont fait être séduits par ces sites de réinformation. Donc voilà, en tout cas, sur leur site internet, et c'est vraiment une démarche, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a une interview de Pierre Sautarel qui a fondé le site et qui explique en fait toute cette démarche-là. Il se joue vraiment à des dérives du journalisme traditionnel. Oui, Audrey. Alors, je voulais savoir si l'affaire Doppelganger, ce que c'est sur le compter dans un thème de réinformation. Tout à fait. C'est des dissidents de presse et après de mettre leur propre idéologie dans. Oui, tout à fait. Et alors justement, là, on n'a pas eu le temps, mais on a écrit un article dans la revue Balisage et justement, on a recontextualisé ça avec l'affaire Doppelganger à la campagne Sousy, et qui en fait est vraiment une forme de réinformation, mais poussée à outrance, parce que là, on calquait des médias traditionnels, typiquement Le Monde, et même l'adresse Internet. En fait, quand on cliquait en dessous de l'article, on tombait sur le vrai site du Monde. En fait, c'est un sujet que je montre à mes étudiants. On a vraiment la copie du site, c'est-à-dire qu'on a dupliqué le site. Alors moi, en mémoire, là, sur Webback Machine, j'ai récupéré ceux du Parisien, par exemple. Et ce qui change juste, c'est le .LDT. C'est-à-dire que ce n'était pas .fr, c'était .LDT. Mais pour des personnes qui ne sont pas acculturées vraiment à tout ce qui est informatique, ils ne vont pas forcément vérifier l'URL. Parce que si vous cliquez sur... Les étudiants savent plus ce que c'est une URL. Oui. Aujourd'hui. Alors les miens, heureusement, oui, parce qu'ils sont informatiques. Mais... Oui, mais les nôtres, non. Pas forcément. Et en fait, si on clique, effectivement, comme dit Stéphanie, sur tous les autres liens, on voit bien que les liens sont sur le vrai site. Et il n'y a que vraiment, c'est ce qu'on appelle une landing page, une page statique qui est sur ça. Et c'est vraiment le seul, c'est le .LDT qui a été fermé après direct. Moi, j'ai essayé de remonter un petit peu qui avait déposé, c'était une société russe, mais pas très opaque, etc. Et j'ai pas pu remonter plus haut, parce qu'on a, en tout cas en public, on n'a que le dépôt qui a acheté le nom de domaine, mais sinon on ne peut pas remonter plus haut. Et ça a été fait pour plusieurs sites parisiens. Elle est derrière un site, elle est sur le site newsletter. Alors en fait, non, c'était plus à la main. Je suis allée directement sur les mentions, et après on a un site qui permet de savoir qui achète le nom de domaine. Et donc du coup c'est public, hein. Et vous avez le nom de l'entreprise. Oui. Ouais, c'est ça. Et si ça vous intéresse, les travaux de Maxime Audinet expliquent justement toutes les machines russes pour effectuer cette réinformation très poussée en fait et pour duper les publics occidentaux. Alors, moi, je profite, j'ai 2 questions. Hop, je m'attribue le droit de poser des questions. La première, elle est pour Théophile. Je suis surpris de l'aspect un peu naïf et, comme tu dis, du côté performatif qu'il y a dans ces discours. On a l'impression que quand ils disent « je contracte pas »,
les personnages sont dans une espèce de dire des gens qui considèrent comme étant des mercenaires, donc c'est-à-dire des bandits, parce qu'on leur dirait des bandits de grand chemin, on leur dirait hop, 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 je contracte pas votre éthique de bandit. Dans ces cas-là, si on contracte pas et qu'ils respectent pas la loi, dans ces cas-là, je me sauverai plutôt que je peux me faire abattre, quoi. Et donc il y a un peu cette naïveté-là. Donc comment est-ce qu'il fonctionne vis-à-vis de cette naïveté vis-à-vis de ça? Et j'ai une deuxième question que je pose tout de suite, comme ça, elle pourra être répondue par Laurence. Tu parlais de la faible présence de contenu issu de médias, donc de vrais médias sur TikTok. La question, c'est est-ce qu'ils sont présents ou pas, les médias, et quelle est leur production de contenu vis-à-vis de la massification? On parlait de massification tout à l'heure, vis-à-vis des contenus produits par d'autres acteurs. Peut-être que c'est une goutte d'eau, peut-être que s'ils font que 1%, c'est parce qu'ils font moins d'1% des contenus qui existent sur TikTok, qui sont peut-être pas trop présents, comparé à X ou autres, où les journalistes sont peut-être plus présents personnellement. Voilà, je pose les deux petites questions. Voilà. Pour moi, c'est un truc absolument crucial, ça, pour comprendre ce qu'est le complotisme, entre guillemets, ce qu'est réellement le complotisme. C'est-à-dire que c'est une production intellectuelle, c'est une production logique, c'est quelque chose qui est purement idéaliste, si vous voulez. Et c'est pour ça que, c'est ça qu'on peut faire quand on étudie le complotisme dans le détail, c'est que le complotisme passe rarement à l'acte, il a rarement des conséquences en réalité. On a des exemples qui nous viennent en tête, on pense au Capitole, on pense à la prise du Capitole, on pense à QAnon, on pense qu'ils disent non, mais le complotisme c'est partout, ça a plein d'effets. En fait, le complotisme, ça a des effets quand ça vient s'articuler à des idéologies politiques et des programmes politiques déjà structurés par ailleurs et qui ne sont pas eux-mêmes complotistes. Le Capitole, la prise du Capitole, c'est l'alliance entre un mouvement complotiste et un programme qui, lui, est très concret, qui a des soutiens, qui a des financements, qui est celui de Donald Trump. Mais le complotisme en lui-même, quand il est laissé tout seul dans son coin, il ne passe pas à l'acte en réalité. Parce que c'est une production intellectuelle, encore une fois, où les idées sont performatives et où le monde est par définition juste, le monde est par définition cohérent, le monde est vertueux, et il y a en fait quelques personnes qui viennent mettre leur grain de sable dans ce monde vertueux, et il suffirait en fait de les dégager, voire même il suffirait de les dénoncer et de dire en fait c'est eux le problème, et puis le peuple vertueux, spontanément les mettrait dehors, les juges diraient on vire ces gens, ces crafules, et puis on reviendrait à un ordre pré-complot, on pourrait dire ça comme ça, où tout se passait bien et où tout était bien agencé. Et donc il y a toujours une reconstruction comme ça, une reconstruction quasiment assez historique il y a eu un moment où ça se passait bien, il y a eu un moment où on avait des bons dirigeants, il y a eu un moment où on avait des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, et puis petit à petit tout ça a été perverti et ce système a été perverti. C'est pour ça que je dis que c'est pas une critique du système, même si ça en a l'air, c'est une critique des gens qui le composent. Et c'est pour ça aussi que le complotisme, en tout cas c'est une des hypothèses que je suis, on l'a beaucoup associé, c'est pas complètement faux, on l'a beaucoup associé au mouvement réactionnaire, parce que par définition, c'est une production intellectuelle qui se dit tout va bien, mais il y a 2-3 crapules qui nous ennuient, et si on les virait, si on les ciblait, et si on les identifiait, et qu'on les enlevait, eh bien tout redeviendrait, en fait, c'était mieux avant, quoi. C'était mieux avant qu'il y ait des gens qui se mettent à comploter. Et donc, il y a un peu cette idée, au fond, que les policiers, une espèce de naïveté qu'on peut effectivement retrouver et qui, moi, justement, me semble être une ligne de démarcation très forte entre une approche critique de la société, donc comme elle peut être portée par des mouvements politiques, et une approche complotiste qui, finalement, n'est critique de pas grand-chose et c'est cette idée qu'au fond, les policiers sont naturellement dans notre camp. Au fond, les juges, ils sont naturellement de notre côté. Et que si on leur explique qu'ils se font tromper, si on leur explique qu'ils sont en train de se faire avoir par des méchants haut placés, eh bien, ils vont naturellement nous rallier. Donc, il y a une espèce d'effet performatif de la vérité. La vérité se suffit à elle-même et il n'y a pas besoin d'engager un rapport de force, il n'y a pas besoin de s'engager dans une lutte politique. C'est pour ça qu'il y a assez peu de luttes politiques complotistes. Il y a des luttes politiques d'extrême droite, il y a des luttes politiques, tout un tas de luttes politiques qui, des fois, vont venir aller s'articuler par ailleurs à des sphères complotistes, à des mouvements complotistes, à des idéologies complotistes, mais le complotiste, quand il est laissé tout seul, quand il n'arrive pas à s'articuler par ailleurs à une lutte politique, il ne fait pas grand-chose. Et on le voit en réalité, ça donne des gens qui font leur business dans leur coin, ça donne des théories New Age, ça donne des gens qui délirent. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là parce que je pense qu'il faut prendre au sérieux les gens qui construisent par ailleurs des représentations du monde parce qu'il leur manque des choses, parce qu'on vit dans un monde désenchanté. Enfin, il y a plein de raisons qui sont passionnantes, mais il faut prendre au sérieux ça. Mais ça reste quand même des gens qui se racontent des choses dans leur coin, quoi. Et tant qu'ils ne sont pas récupérés à un moment et qu'on ne leur dit pas, en fait, vos idées, on peut
on peut les calquer sur un programme politique et nous, on va porter vos idées et vous allez voir, on va les amener au pouvoir, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Excusez-moi, je peux juste il y a une dimension que je pensais que vous alliez aborder dans votre travail, qui est très intéressant d'ailleurs au demeurant, c'est la dimension psychologique du complotiste. Ouais. Alors c'est une dimension que, pour ceux qui sont là, je recommande le livre du journaliste du Monde, William Oturo, qui s'appelle Dans la tête des complotistes. Et il a vraiment, par tous les portraits qu'il a fait, il a remarqué un trait commun à tous les gens qui étaient de diverses catégories sociales, professionnelles, tout ce que vous voulez, mais il y avait une chose, c'était je suis initié, je sais ce que les autres ne savent pas. Et à partir de là, ça me donne une posture de je ne suis pas parmi les moutons, je vais essayer de vous ramener, moi, vers, en effet, tout ce que vous avez très bien décrit. Et ça, aujourd'hui, on en a un paquet, parce qu'avec tous les outils, bien sûr, qui sont à disposition, il y a ce côté un peu, peut-être le mot est exagéré, messianique, en tout cas, missionnaire, de ramener les gens sur une vérité qui n'aurait jamais dû être abandonnée. Mais ils sont très rousseauistes dans l'état de nature. Voilà, il y avait un contrat social, il a été pervoyé. Enfin, c'est les rêveries du promeneur solitaire. Il y a quelques complotistes qui sont cachés, qui me veulent du mal, mais autrement, tout le monde était gentil, quoi. Oui, c'est ça qui est passionnant. C'est absolument adossé au contractualisme. Et je ne sais pas encore très bien pourquoi, c'est peut-être juste un hasard de l'époque, c'est peut-être aussi que c'est très influencé. Nous, on est très influencés par les Américains qui eux-mêmes sont très contractualistes pour plein de raisons. Mais sur cet aspect-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Avec ceci dit, un tout petit bémol, c'est attention parce qu'on a souvent tendance à penser que le complotiste, c'est les autres. Or, en fait, les mécaniques, on les touche un petit peu quand même. Et en fait, ce truc-là, c'est aussi des traits qu'on va retrouver chez des militants politiques, qu'on va retrouver, en fait, qu'on retrouve un peu partout dans la société. On a vite fait de se croire nous-mêmes instruits d'une raison, d'une lumière particulière. On veut toujours convaincre l'autre, c'est sûr. Voilà. Et Laurent? Oui, pour répondre à et après Laurent, Erwan. Au Canada, c'est particulier, on a la loi C-18 qui va bientôt fêter ses 1 an. Et cette loi-là exige que les intermédiaires de nouvelles en ligne payent des redevances aux médias d'information. Et pour rentrer dans cette catégorie-là, dans le cadre de la loi C-18, il y a deux traits à respecter. Le premier, c'est d'avoir un revenu de 1 milliard de dollars. La plateforme doit faire 1 milliard de dollars par année et doit avoir 20 millions d'utilisateurs qui sont actifs mensuellement. Et là, dans ce cas-là, on a Google et on a Meta, donc Facebook, Instagram, qui rentraient dans ce projet de loi-là à l'époque. Mais Meta, pour s'en sortir, a décidé de retirer les nouvelles en ligne. Alors, les médias d'information se sont tournés vers TikTok. Ils ont investi la plateforme, du moins au Canada. Moi, si je prends mon TikTok personnel à moi, je n'ai que des médias d'information parce que j'interagis avec ce contenu-là davantage, je le regarde davantage. Là où c'est préoccupant, c'est quand on a des nouveaux comptes qui ne vont pas spécifier leurs préférences. On ne va même pas proposer ce contenu-là d'emblée. On va vous proposer du contenu divertissant, des petites blagues, des petites chorégraphies, du petit lip-sync. Et on va passer outre ce qui est de l'information de qualité. Mais ils sont là, les médias. J'ai même une journaliste de Radio-Canada qui m'avait contactée parce qu'elle disait, Laurence, tous les services régionaux ou presque ont investi dans la plateforme TikTok parce que Radio-Canada a ses services régionaux d'extraction à travers le Canada. Et sont allés sur TikTok, produisent du contenu, on ne ressort pas, à moins que ce soit des sujets légers comme quel est le meilleur calendrier de l'Avent pour le temps des fêtes à venir. Et donc, c'est là où est le problème, c'est que tout ce qui est sujet d'actualité, mais qui va être d'intérêt public, mais dont les images vont être plus difficiles, n'est pas mis par les règlements de TikTok dans le fil For You. Alors, ils sont là, ils sont bien cachés, et là est le problème. Je rebondis et je donne la parole à Erwan. Et c'est vrai que la génération qui consomme, les étudiants, ils nous disent souvent qu'ils ne consomment pas les médias d'information classiques parce que les informations sont trop tristes. Ils préfèrent des choses plus légères, et d'où le fait qu'ils se détournent des médias traditionnels, parce qu'en disant grosso modo, l'actualité, c'est la Russie, c'est l'Ukraine, c'est machin, c'est les inondations, c'est les morts. On ne veut pas voir ça. Donc, naturellement, ils vont vers des contenus plus légers. Et TikTok prétend être pour le divertissement, une application apolitique, alors que c'est faux. La politique et le politique sont bel et bien présents, mais sous le couvert du divertissement. Erwan, tu poses la dernière question, je t'en prie. La notion c'était ton rôle. L'infotainment des années
des années 90, parce que quand j'étais en Belgique, on étudiait déjà la question de l'infotainment avec l'arrivée du berlusconisme qui, à mon avis, expliquait déjà et montrait déjà ce qu'on est en train de voir avec le trumpisme aujourd'hui. C'est mon côté vieux con, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et dans la réinformation, pareil, il trouve que j'ai travaillé sur l'extrême droite dans les années 90, 90, puis 2000. Dès le tout début d'Internet, ils ont été les premiers à créer des sites de réinformation à la Soral, etc. C'est que de la réinformation, ça a été le blog politique le plus visité en France, 2 millions de personnes avant la fin des blogs politiques, etc. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de redire des choses quand même qu'on avait déjà un peu vues dans les années 2000, avec des mots nouveaux et avec les réseaux sociaux nouveaux, dont Twitter, TikTok, etc. Et donc ma question, c'est le terme de réinformation, et je vais vous poser une question à tous les deux, c'est moi j'ai fait une thèse sur le fait que tout ça est de l'ordre du religieux au sens premier, c'est-à-dire religaré. Qu'en réalité, ces gens-là s'inventent un âge d'or qui a disparu et auquel ils veulent absolument revenir. Cet âge d'or, eh bien en fait, ils sont réveillés. Ils s'appellent eux-mêmes les éveillés d'ailleurs, dans leur. C'est de l'ordre de la secte religieuse. C'est une des raisons pour lesquelles chez les protestants, ça marche énormément mieux et que la religion qui pullule le plus, qui se développe le plus sur la surface de la planète, ce sont les charismatiques protestants, dont en France. En France, pas du tout l'islam qui prolifère. C'est les charismatiques protestants, c'est les évangélistes, c'est ces sectes avec des milliers de personnes chaque week-end dans toutes les banlieues françaises. Donc il y a là une dimension que j'appellerais religieuse extrême, avec le côté éveil, et donc le réinformation, c'est en fait, on va vous redire ce qui est la parole, la vraie parole, on rappelle la parole du livre, c'est de la vérité. La seule vérité, c'est celle qui est dans le livre, et Trump a été élu par ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui considèrent que le diable existe, que c'est les démocrates, qu'il y a vraiment aujourd'hui un combat absolument énorme entre le diable et le Dieu, que Trump est le dernier arrivé sur la planète sur Terre pour remettre le diable à sa place. Et donc, on a vraiment un combat. Et c'est là où je ne suis pas entièrement d'accord. Moi, je travaille avec pas mal d'organisations, dont les Colibris, peut-être, Pierre Rabhi, les Colibris, tout ça. C'est des gentils bus qui font des jus de fruits, des ceci, des cela et des oasis. Ils ont été massivement infiltrés par l'extrême droite fasciste, et notamment à Soral, très massivement. Et juste pour le dire un peu rapidement, parce que moi, ma question, c'est quand vous dites c'est les gens gentils et ils ne font pas tellement, je suis désolé, ils font énormément. Et notamment, dès qu'un journaliste ou une journaliste ou des gens comme moi ont dit, en fait, ces gens-là, ils sont quand même un petit peu azimutés, ils disent quand même des choses qui sont un peu dangereuses potentiellement. Ils ne veulent pas se vacciner, ils empêchent les gens de se vacciner. Ils sont dans un délire d'âge d'or extrêmement grave. Et je ne parle pas des Colibris, je parle d'un type chez les Colibris qui a entraîné quelques personnes. Et d'ailleurs, était la seule ONG à faire le travail d'extirper ces gens-là. Bien, ils sont actifs. Et c'est ça que je voulais dire. Ils sont dans une forme de religion dans laquelle leur vision du monde est suivie d'actes concrets. C'est-à-dire qu'ils se réunissent, ils donnent de l'argent à un certain nombre de personnes. Regardez ce terrain et tous les catholiques traditionnalistes qui sont financés, qui financent ces milieux-là à plus de centaines de millions. Et donc, il y a une activité et un activisme que nous voyons ici en ce moment sur les réseaux sociaux, mais qui est dans la vraie vie aussi. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans des organisations politiques qui les font évoluer et par ailleurs, ils se mobilisent pour l'avènement du monde meilleur. Trump aux États-Unis, Poutine maudit en Inde et bientôt, évidemment, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, peut-être en France dans quelques années, quelques mois. Ma question, c'est réinformation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose quand même vraiment religieux derrière ça? Religieux, le religion, le révélé. Et dans le complotisme, moi j'appelle le conspirationnisme. Moi je rappelle quand même le complotisme, ce n'était pas un truc de notamment le principal grand livre complotiste du monde, à savoir Protocole des associations, c'est quand même les services secrets russes qui les inventent au départ. Et encore aujourd'hui en Russie, vous avez ça marche toujours autant. Donc c'est pas moi je trouve que c'est un peu, il y a un côté, en effet, il y a ils sont quand même dans un truc très religieux qui les engage physiquement. Et comme le dit encore une fois Daniel Boone dans son excellent entretien, il dit à un moment donné, cette parole-là, elle engage aussi les corps, et pas seulement les esprits. Alors, deux réponses rapides en 30 secondes, parce qu'on a pris 20 minutes de retard. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, dans mon chapitre, je l'explique, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie
presque religieuse en fait à l'intérieur. C'est une idéologie racialiste qui reprend, etc. Mais là où je suis pas entièrement d'accord, c'est qu'effectivement, c'est pas nouveau, mais c'est quand même une transposition de ce qui existait et une amplification avec les réseaux sociaux numériques et le fonctionnement algorithmique de filtres. Et là où je suis pas d'accord non plus, c'est qu'avant, effectivement, ils étaient isolés. Mais maintenant, avec le fonctionnement algorithmique, ils se rassemblent très rapidement et au niveau mondial. C'est pour ça qu'on parle de transnationalité. Et donc, c'est là où c'est dangereux. Parce que derrière tout cela, et ça, c'est quelque chose que je souhaite, on va dire, analyser en profondeur, c'est qu'il y a des actions. Il y avait le GUD avant, région parisienne, etc. Pas seulement, mais il y a des actions qui se font à partir de ces sites réinformationnels-là. Et le souci, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, j'aurais pu le présenter, mais rapidement, sur F de Souche, ils avaient fait le pendant à Black Lives Matter. Ils avaient mis la vie des Blancs importe aussi. Ouais. Voilà. Pardon. Et donc, à ce moment-là, ils voulaient véritablement essayer de réinstaurer, effectivement, presque une idée arienne et religieuse avec la pureté de la race. Donc, voilà, effectivement qu'il y a ça là. Mais encore une fois, la dangerosité, c'est l'amplification avec les réseaux sociaux numériques. Et puis, pour répondre, il ne s'agit évidemment pas de dire que tout ça est sans conséquence ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout mon propos. Justement, moi, ce que je veux précisément dire, c'est que du point de vue, pourquoi pas le comparer à quelque chose de religieux, de ce point de vue-là, j'ai presque envie de dire, moi, ça ne m'embête pas. Il y a toujours de la spiritualité, il y a toujours du mysticisme, il y a toujours les gens qui sont mis dans des coins pour faire des sectes, ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie politique complotiste. Il y a des idéologies politiques qui viennent se servir du complotisme, qui viennent s'articuler avec par ailleurs des idéologies complotistes, qui viennent nouer des alliances, si on veut, au service d'un programme. Mais quand vous citez Pierre Stern, il n'est pas complotiste. C'est un religieux un peu fondamentaliste, qui a un programme politique d'extrême droite réactionnaire. Il n'est pas complotiste. Par contre, il va se rapprocher des milieux complotistes pour nouer une sorte d'alliance avec eux en disant « Regardez, nos intérêts convergent. Regardez, vous avez vos petites idées. » Mais en réalité, les complotistes, pardon de leur dire, mais ils sont souvent les dindons de la farce. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se réalise concrètement? C'est un programme d'extrême droite, c'est pas un programme complotiste. Ce qui se réalise au bout du compte, c'est qu'il y a un type d'extrême droite qui prend le pouvoir. C'est pas qu'on va se mettre à tous boire de l'aloe vera, et boire des jus et faire un retour à la terre comme vous prenez Pierre Rabhi ou des choses comme ça. Vous voyez, au final, ce n'est pas le programme complotiste qui se réalise. Le complotiste, c'est juste un allié circonstanciel qui peut être utile pour se rajouter quelques voix ici, par ici, par là, pour se rajouter quelques militants par-ci, par-là, pour se mettre un pied dans le New Age, enfin bref, pour comme ça ramifier. Mais à la fin, c'est quand même le programme, c'est quand même un programme d'extrême droite. Et ils ne sont pas si poreux que ça, parce que les gens d'extrême droite, quand on étudie ces alliances, souvent ils sont assez méprisants vis-à-vis des complotistes, qui considèrent eux aussi comme un peu des crétins et des idiots. Ben, ce sera le mot de la fin. Je laisse la parole à Olivier pour la table ronde qui suit.